Bonjour à tous, bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Édition spéciale à l'occasion des vœux d'Emmanuel Macron au bureau des deux assemblées et au corps constitué, aux forces vives, mais aussi, et c'est une nouveauté, aux héros de l'année 2017. Son discours est très attendu dans un contexte de réforme des institutions. On va bien sûr en parler dans un instant. Pour m'accompagner ce soir, on retrouvera Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat, Fernand Tavares, salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, et Ludovic Faux depuis la cour de l'Élysée. Justement, on va vous retrouver, Ludovic, journaliste politique pour LCP, Assemblée nationale. Je le disais, Ludovic, ce sont des vœux aux parlementaires, mais pas seulement. Il y a un hommage ce soir aux forces vives et aux héros de 2017. Oui, d'abord effectivement sur le format de cette cérémonie, vous savez qu'Emmanuel Macron voulait réduire le nombre de cérémonies de vœux qui occupent traditionnellement une grande partie de l'agenda présidentiel au mois de janvier. Et dans un premier temps, eh bien, les vœux aux forces vives de la nation semblaient par exemple avoir été oubliés. Alors les forces vives de la nation, ce sont notamment les syndicats de salariés et les organisations patronales. Finalement, pour éviter toute vexation inutile, eh bien, Emmanuel Macron a donc décidé de regrouper plusieurs cérémonies de vœux en une, dans un format inédit, puisque ce soir, eh bien, le président de la République s'adressera à la fois aux parlementaires à travers notamment le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux corps constitués comme le Conseil constitutionnel, au Conseil de Paris, aux forces vives de la nation, effectivement, dont je viens de vous parler, ainsi qu'aux héros de 2017. Alors ça, les héros de 2017, c'est l'autre nouveauté de cette cérémonie. Selon l'Élysée, il s'agit de rendre hommage aux héros du quotidien, des hommes et des femmes souvent anonymes qui se sont mis en valeur par leur engagement associatif ou professionnel. Alors Emmanuel Macron profitera peut-être de la présence de ces héros du quotidien pour illustrer la phrase qu'il avait prononcée lors de ses vœux aux Français le 31 décembre. Quand vous vous levez chaque matin, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays, avait lancé le président. Sur le fond, l'Élysée s'est en tout cas montré discret sur le contenu du discours qu'Emmanuel Macron va prononcer dans quelques minutes. Mais le président est notamment attendu par les partenaires sociaux sur les réformes lancées ou à venir, sur le travail et l'emploi, par exemple, et puis attendu aussi par les parlementaires à propos de la réforme institutionnelle qui va notamment concerner l'Assemblée et le Sénat. Des sujets très différents, donc, qu'Emmanuel Macron reliera peut-être entre eux pour afficher sa volonté réformatrice. Merci à vous, Ludovic, et on vous retrouvera tout au long de cette édition spéciale. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jannick Halimi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Également sur ce plateau, Jean Garrigue, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et à Sciences Po, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Pascal Perrineau est également avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, directeur de recherche au CEVIPOF. J'accueille enfin Benjamin Morel. Bonsoir, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Première question pour vous, Jannick Halimi, sur la forme. Ludovic Faux nous disait, c'est vrai que c'est une nouveauté, ces vœux, cette cérémonie de vœux en hommage également aux héros de 2017. Oui, les nouvelles, comme le disait votre journaliste, par la concentration, puisque le président va faire des vœux à plusieurs corps, constitués ou pas d'ailleurs, alors que d'habitude, mis à part les héros, bien sûr, c'était sectionné, j'allais distribuer sur tout le mois de janvier. Là, on a vu qu'il y a eu toute une période pendant laquelle le président était à l'étranger, donc il n'a pas pu faire ses vœux à certains corps de la nation. Donc voilà, c'est beaucoup plus concentré, même si dans un premier temps, Emmanuel Macron aurait voulu faire cela de façon encore plus concentrée. Mais comme le disait votre journaliste, il a bien vu que ça pouvait horripiler, agacer les dents de certains corps représentatifs de la nation ou des forces vives ou des syndicats. Donc il a rallongé quand même sa version initiale. Et comme vous le disiez, les héros, là je crois que c'est quelque chose de très innovant. Alors je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais quand on connaîtra ces héros, c'est de toute façon des personnalités, des gens de la société civile, plus ou moins connus. Je crois qu'il y a quand même des sportifs notamment et d'autres qui sont quand même un petit peu sur la place publique. Toujours est-il que ça reste des personnalités de la société civile. Et là, on voit bien quand même la culture un peu macronienne En Marche
est parti, si je puis dire, hors de tout, des partis, justement, des personnalités représentatives, et a voulu, c'est lui en même temps qui s'exprime, Jean Garrigue, on voit cette volonté de mêler à la fois les parlementaires, la société civile, les corps constitués. Oui, je pense que ça fait partie de cette démarche. Moi, je note surtout l'américanisation, en fait, des rituels, puisque il y avait déjà eu la signature des lois, rituel très américain, la petite phrase de référence à Kennedy, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et puis, il y a cette glorification des héros qui est très américaine. Je crois que Donald Trump avait lancé une semaine des héros américains au mois de juillet de l'an dernier. Donc il y a quelque chose là où on voit très bien un effet d'américanisation. On l'avait noté aussi pour la photo officielle du président, pour des postures qu'il avait prises précédemment. Donc il y a à la fois cette idée. Alors l'idée de l'héroïsme est aussi une idée qu'on trouve dans le discours macronien, c'est-à-dire réhabiliter aussi l'exceptionnalité. Ce qui est intéressant parce que c'est tranche aussi avec un certain nivellement qui relève de la culture de gauche. L'exaltation de l'héroïsme, ça relève plutôt d'une culture de droite que d'une culture de gauche. Mais en même temps, il y a donc les corps constitués et puis ces héros auxquels il est fait référence. Pascal Perrineau, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Tout à fait. L'américanisation est sensible, du moins dans les formes d'exercice du pouvoir. Il y a aussi le fait que le président Macron est la continuation du candidat Macron. Souvenez-vous du candidat Macron qui n'avait jamais trouvé des mots aussi durs vis-à-vis des corps intermédiaires qu'au cours de sa campagne. Extrêmement dur vis-à-vis des partis politiques, parfois extrêmement sévère vis-à-vis des syndicats. On voit bien que le macronisme, c'est un mode de leadership qui cherche à passer par-dessus la tête des corps intermédiaires. Il est intéressant que le président, à un moment, ait presque oublié la nécessité d'honorer par ses vœux ces différents corps intermédiaires. Les oublis sont révélateurs. Et puis, je crois qu'il y a cette volonté aussi de Macron de valoriser les individus dans la société. Il s'adresse de moins en moins aux groupes, il s'adresse de plus en plus aux individus. Et là aussi, c'est complètement en phase avec le projet macronien où le pouvoir politique est là quelque part pour donner les conditions favorables à l'épanouissement des individus beaucoup plus que des forces collectives. Benjamin Morel, et parmi ces individus, il y aura ce soir les parlementaires. Alors, il y aura les parlementaires, et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir cet attelage un peu hétéroclite justement entre d'un côté les parlementaires, les forces vives et les héros. Qu'ont à faire ensemble ces trois catégories? Pourquoi parler justement aux parlementaires, en même temps aux syndicats, en même temps aux héros? Il y a, comme vous le disiez bien, Monsieur Perrineau, tout à l'heure, une volonté peut-être d'opposer d'un côté ceux qui innovent, ceux qui créent et ceux qui bloquent. Et là, c'est peut-être un des vœux à double tranchant, à la fois pour les parlementaires, on va reparler sans doute de la révision constitutionnelle, pour les syndicats, on reparlera peut-être des questions sociales, qui sont vues plutôt dans la rhétorique macronienne comme des forces de blocage, quelque chose que l'on n'aime pas vraiment, parce qu'il empêche le mouvement, cette République, certes, mais en marche, c'est-à-dire elle va à quelque part, on ne sait pas trop, mais elle va à quelque part, et d'un autre côté, ceux qui, partant de la base, font aujourd'hui ce que devrait être, dans l'idéologie macronienne, le pays. Alors justement, on va voir ce qu'attendent les parlementaires de ce discours. On retrouve Saberia Rojac avec Pierre Laurent, sénateur de Paris, secrétaire national du Parti communiste. Bonjour Pierre Laurent, merci de répondre à nos questions. Dans quelques instants, le chef de l'État, Emmanuel Macron, va présenter ses vœux au corps constitué et au bureau des deux assemblées. Que peut-on attendre de ce discours? Qu'attendez-vous de ce discours? J'aimerais que cessent surtout les mauvais coups contre les prérogatives du Parlement. On a eu le droit à un début d'année en fanfare avec les ordonnances qui sont un contournement du Parlement. On a une loi sur les universités qui est appliquée par anticipation alors même que le Sénat n'a pas discuté cette loi. Donc j'attends des engagements du président sur le respect du Parlement. Malheureusement, ce que j'entends dire de la révision constitutionnelle qui se prépare n'est pas de bon augure en la matière. Voilà, justement, il faut remettre ce discours dans le contexte actuel, le contexte de la réforme des institutions. L'hypothèse d'un référendum sur cette réforme progresse, notamment, on le dit, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui a évoqué cette possibilité. Quelle serait votre réaction, vous, là-dessus ?
Sur l'hypothèse d'un Elle serait- référendum, elle d'un serait- passage en force. Hein. Elle serait très, très hostile au recours à un référendum qui, une fois encore, parce que c'est ça que ça signifierait, passerait par-dessus le Parlement. Ça n'est pas les deux groupes de travail, les groupes de travail qui ont été constitués sous l'égide des présidents des deux assemblées, qui peuvent tenir lieu de débats parlementaires pleins et entiers et de débats avec les citoyens. Donc si on veut s'avancer vers une révision constitutionnelle, il faut le faire en plein jour, devant les citoyens, en respectant le Parlement. Au cœur de cette réforme, il y a, semble-t-il, la réduction drastique du nombre de parlementaires. Nous serons très hostiles à cette réforme parce qu'il y a un discours démagogique montrant du doigt les parlementaires qui vise en fait à organiser la concentration, une fois encore, des pouvoirs dans les mains du président de la République. Donc si référendum, ce serait, vous l'analysez comme un passage en force contre le Sénat? Passage en force contre le Parlement et surtout ce qui nous inquiète, c'est le contenu du référendum annoncé parce que il ne faudrait pas que le débat sur pour ou contre le référendum cache l'essentiel, c'est-à-dire le débat sur le contenu de ce qui s'annonce. Très bien, merci Pierre-Laurent pour cette réaction, merci beaucoup. Merci à vous, Saméria. Yannick Halimi, on vient d'entendre les inquiétudes des parlementaires sur cette fameuse révision constitutionnelle. Il y a aussi un contexte politique, social, économique lourd avec une année 2018 qui s'annonce peut-être pas si bien que ça pour le chef de l'État. Oui, on attendait une mobilisation sociale très forte à la suite des ordonnances travail avec non seulement les syndicats mais aussi la France insoumise qui devait mobiliser à l'Assemblée et surtout dans les rues. Elle n'a pas eu lieu. Et là, on se rend compte que petit à petit, les foyers de contestation, les foyers en tout cas de mécontentement, de colère, même d'ailleurs pour le moment encore en dehors des mots d'ordre syndicaux, syndicalistes, enfin, commencent à se multiplier. On le voit, on l'a vu dans les prisons. C'est parti de problèmes de sécurité, c'est arrivé à des problèmes. Ça débouche aujourd'hui sur des problèmes de statut et d'indices et de rémunération. On le voit dans les EHPAD. On parle de mobilisation à venir peut-être dans la police. Donc on voit quand même que les ferments de contestation se multiplient. D'ailleurs, qui sont peut-être moins des réponses, de la contestation de mesures prises véritablement par l'Élysée et le gouvernement Édouard Philippe, que des ressentiments, des malaises, des mécontentements qui s'accumulent et qui s'étoffent depuis des années, voire des décennies. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre élément qui est nouveau depuis ce week-end, ce sont les élections partielles qui ont eu lieu dans le Val d'Oise et puis dans le Doubs, où on voit, au-delà de la très faible mobilisation, quand même une baisse des scores de La République En Marche et une hausse des scores des Républicains, même si le deuxième tour reste entre les Républicains et La République En Marche, il n'empêche quand même qu'il y a une sorte de défiance. En tout cas, ce n'est plus l'état de grâce qui pouvait être le cas encore il y a quelques semaines ou quelques mois. Jean Garrigue. Oui, on a eu l'impression, en tout cas c'est notamment Jean-Luc Mélenchon qui a voulu nous faire croire que la principale force d'opposition à La République En Marche, c'était la France insoumise. Et de fait, par un certain nombre de coups d'éclat, de provocations à l'Assemblée, et par le charisme de Jean-Luc Mélenchon, on a pu croire que c'était la réalité. Mais en fait, on va s'apercevoir en 2018 que la véritable opposition la plus forte, la plus influente, c'est celle des Républicains, tout simplement. On s'en est aperçu lors des élections sénatoriales. Et on attendait un grand automne social. Il n'a pas eu lieu. En revanche, sur un certain nombre d'enjeux, et notamment celui de la révision constitutionnelle dont on vient de parler, on va s'apercevoir qu'il y a une véritable opposition qui est celle des Républicains. On va s'apercevoir que le rôle de Gérard Larcher, qu'on va entrer à l'Élysée, le rôle de Gérard Larcher va être décisif pour essayer de gérer cette opposition, de mettre un peu d'huile dans les rouages entre l'Élysée et les Républicains. Et on pourrait avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à l'ancien monde, finalement, que ce qu'on aurait pu croire, parce que une droite est en train de se reconstituer. On a vu que cette droite se faisait la porte-parole des territoires, que plusieurs sujets qui ont été agités, y compris ceux de la réduction de 90 à 80 km/h sur la route secondaire,
peuvent donner prise à cette opposition. Donc, tout ça pour dire que l'opposition ne viendra pas forcément de là où on l'attendait initialement. Mais est-ce qu'elle vient réellement de la droite du parti Les Républicains, Pascal Perrineau, ou plutôt justement des territoires, des élus locaux ? Écoutez, un pouvoir politique dans une démocratie a besoin d'une opposition. Et c'est vrai que depuis la victoire d'Emmanuel Macron, l'opposition se cherche. Souvenons-nous, il y a eu 3 temps. Le premier temps, on a l'impression que c'est le Front National et Marine Le Pen qui sont les principaux opposants, puisque c'est eux qui étaient au second tour. Patatras, le Front National rentre dans une crise profonde, crise de leadership, crise d'axe stratégique, etc. La deuxième phase, en effet, comme l'a dit Jean Garrigue, c'est la phase où on a l'impression que c'est le mouvement social articulé à la France insoumise qui va être le vecteur d'opposition principal. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le reconnaît lui-même. Il dit, au fond, ça n'a pas marché. Troisième phase, c'est la phase où nous sommes. On a l'impression, en effet, que les Républicains, dans la difficulté, cherchent à se reconstruire et à être un vecteur d'opposition classique. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que tout ne se passe pas sur la scène politique et que sur le terrain social, au fond, qu'involontairement, le président de la République a favorisé, puisqu'au fond, il ne reconnaît qu'assez peu de légitimité jusqu'à maintenant à toutes ces oppositions politiques. Il cherche à passer par-dessus et donc il se confronte à la société. Et la société, depuis quelques semaines, renacle. On l'a bien vu sur le dossier des prisons, on le voit bien sur le dossier de la condition faite au troisième âge en difficulté dans les EHPAD, on le voit sur le terrain de la réforme des modes d'accès à l'université. Il y a plusieurs fronts comme ça où ça semble un petit peu se durcir. Alors le problème, c'est est-ce que l'opposition politique arrivera à faire le lien avec ces oppositions sociales ou non. La vigueur de l'opposition dépend un peu de la réponse à cette question. Alors, on va continuer les réactions et les attentes des parlementaires à ce discours d'Emmanuel Macron. On retrouve Fernand Tabarès avec Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir. On a un certain nombre de lignes rouges. Nous ne voulons pas de parlementaires hors sol, ce qui veut dire que nous sommes effectivement tout à fait opposés à la proportionnelle qui couperait les parlementaires totalement de leur circonscription, de leur territoire, qui en ferait des représentants des partis politiques exclusivement et non plus des Français élus qui les éliraient dans leur circonscription. Ensuite, la réduction du nombre de parlementaires, il n'y a pas de tabou pour nous. La discussion peut avoir lieu, mais elle doit aussi avoir un sens, elle doit avoir des limites. Il ne faut pas supprimer totalement la représentation du nombre des territoires ruraux. Monsieur Macron ne peut pas dire qu'il est attaché aussi aux territoires ruraux et écraser, supprimer totalement toute représentation du monde rural. Or là aussi, supprimer 150 députés, c'est supprimer essentiellement, en réalité, 150 députés et beaucoup plus dans le monde rural. Benjamin Morel, on en vient à cette révision constitutionnelle. On ne sait pas si le chef de l'État aura un petit mot pour les parlementaires présents ce soir lors de ses vœux. Il y a un élément nouveau depuis mercredi dernier, les propositions de Gérard Larcher. Ce sont les déclarations de Nicole Belloubet. Elle parle d'une grande boîte à outils et n'exclut plus de passer par un référendum, article 11. Alors, elle n'exclut pas de passer par un référendum, article 11, mais sa remarque est plus fine et d'une certaine façon inscrit plutôt un recul du gouvernement. Parce qu'avant, on disait, écoutez, révision constitutionnelle par l'article 11, c'est pas très constitutionnel, mais on le fera quand même. Ce que dit Nicole Belloubet, c'est ce qui relève d'une loi organique pourrait passer par un référendum. Donc, ce qui ne relève pas de la Constitution, notamment le nombre des parlementaires, et il y a une discussion sur laquelle il n'est pas facile de trancher sur la question du cumul des mandats dans le temps. Donc, si jamais il devait y avoir une révision de la loi organique et pas de la Constitution par l'article 11, la question c'est quelle serait l'attitude du Sénat qui tout d'un coup serait quand même relativement marginalisé sur ce qui avait été les lignes rouges de Gérard Larcher et pourrait par principe dire non à toute révision constitutionnelle quelle qu'elle soit. Donc là, il y a tout d'un coup une tension qu'on voit monter avec une solution qui serait l'article 11 mais qui ne serait ni une bonne solution pour le Sénat ni une bonne solution pour le gouvernement. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette question de quel est le climat politique et du coup comment est-ce qu'on peut envisager au regard de ce climat politique un référendum. On a aujourd'hui, il faut revenir sur la phrase malheureuse d'Emmanuel Macron, il y a ceux qui sont quelque chose et ceux qui ne sont rien. Aujourd'hui, il y a une course parmi les membres de l'opposition pour incarner ceux qui ne seront rien, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne sont pas les héros auxquels on va rendre hommage aujourd'hui. Et la droite a, sur cet aspect-là, une petite longueur d'avance, parce qu'en effet, elle a un discours, elle a des élus pour incarner ce discours
de défense des territoires, de défense notamment de ce qu'on pourrait appeler, même si on peut discuter de ce qu'on met derrière, mais de la France périphérique. Ce que montre, Benjamin Morel, je vous arrête puisque Emmanuel Macron est en train d'arriver au pupitre. On va écouter le chef de l'État et on se retrouvera après ensemble pour l'analyse de son discours. Je dois d'abord vous demander une faveur et même une permission. Les titres de chacun d'entre vous sont éminents, mais ils sont trop divers pour que je puisse sacrifier à la tradition républicaine qui veut que chaque discours commence par leur mention expresse. L'exercice serait trop long, sans doute trop formel, et je crains que nous ne finirions par perdre les meilleurs experts en protocole. Mais il est bon aussi qu'il en soit ainsi. Car en vous réunissant tous ici ce soir, j'ai souhaité qu'il soit question bien sûr de chacun d'entre vous, mais aussi de nous tous, Françaises et Français, de ce que nous voulons faire pour notre pays, pour notre République. Vos titres vous qualifient, mais il est une adresse qui recouvre à la fois la diversité qui est la vôtre et l'intention qui est la mienne ce soir, qui est la plus directe et finalement la plus juste. Mes chers compatriotes, vous êtes ici parce que que vous représentez des compatriotes, chacun dans votre domaine, parce que vous portez les combats de la société civile, de la société politique, parce que vous êtes la voix de ceux qui, trop souvent, n'en ont pas, parce que votre courage et votre dévouement font de vous les héros de notre nation. La République n'est pas une idée abstraite. Tous les jours, elle s'incarne dans les femmes et les hommes qui en portent les idéaux et qui agissent pour l'intérêt général. Et notre République marche à cet égard sur plusieurs voies. D'abord, la sphère politique. Elle est formée de tous les représentants de la nation, de tous ceux qui ont reçu mandat du peuple et qui sont ici présents, et que je salue. Ils l'ont reçu pour porter l'intérêt général dans les instances électives. Et cette sphère va de l'État jusqu'aux communes, qui sont sur nos territoires, les premiers interlocuteurs des Françaises et des Français, et les plus sûrs relais de leurs préoccupations. Et je salue à ce titre tout particulièrement la maire et le Conseil de Paris qui sont présents parmi vous aujourd'hui, comme le veut la tradition, et plus largement tous les élus ici présents dont je sais la rigueur et la détermination à remplir le mandat qui leur a été confié. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la société civile. Notre République a d'ailleurs toujours pensé, voulu la représentation de la société civile à côté de la représentation politique. Comme si la nation, c'est d'évidence, n'était pas épuisée par la seule représentation politique et parfaitement synthétisée. C'est l'esprit des constituants de 1958, lorsqu'ils créent le Conseil économique et social, et c'est toute l'importance accordée par notre philosophie politique et notre pratique de chaque jour à ce qu'on appelle souvent les corps intermédiaires. Il s'agit, dans notre société, notre économie, des organisations syndicales et des organisations patronales, dont je salue également ce soir les représentants. Ils ont un rôle essentiel, eux aussi, dans la manière dont notre société est structurée. À côté des territoires représentés par nos élus, ils structurent la vie de la société, la vie productive, les rapports au sein de celle-ci. Et ce fut d'ailleurs tout l'esprit du texte de loi porté en fin d'année dernière qui a conduit à repréciser les rôles respectifs des uns et des autres, à remettre les représentants politiques au bon endroit, celui qui consiste à faire la loi et définir les normes pour toute la nation, et à reconnaître pleinement le rôle, l'action des organisations syndicales et patronales, c'est-à-dire de construire à partir des préoccupations du terrain, à partir des réalités économiques et sociales de la branche ou de l'entreprise, les équilibres les plus pertinents. Nous avons, à travers les réformes des derniers mois, reclarifié les règles et les modes de financement. Des réformes à venir continueront en cette direction, qui, je crois, ont permis de redonner
une clarté plus contemporaine à la relation entre cette société politique et cette société civile, à redonner aussi les conditions d'un consensus construit au plus près du terrain, des rapports économiques et sociaux, à permettre de construire la règle au bon endroit, à déployer partout la loi où elle est utile et partout le contrat où il se justifie. Il y a enfin toutes celles et ceux qui sont présents ici, parce que dans l'administration, les corps constitués, leur vie de chaque jour, ils participent de l'action publique, où ils ont, ces derniers mois, ou durant l'année qui vient de s'écouler, été des héros. Chacune et chacun dans leur sphère d'activité, chacune et chacun dans leur quotidien, qu'il s'agisse des acteurs de la sécurité civile, qu'il s'agisse de policiers, de gendarmes, de sportifs, d'intellectuels, d'associations, d'entrepreneurs. Ils ont été ici rassemblés à vos côtés parce qu'ils participent de ce qu'est aussi notre nation. Cette force politique, les représentants du monde économique et social, et toutes celles et ceux qui, au quotidien, parce qu'ils sauvent un enfant de la mort, parce qu'ils revitalisent une commune, inventent un remède, se battent contre ce qui paraissait impossible jusqu'alors à endiguer, ont fait le meilleur. C'est cela la nation française. L'ensemble de ce monde ici rassemblé, personne n'en a le monopole. Et chacun a son rôle à jouer dans une organisation qu'il nous convient chaque jour d'assurer, de garantir. Et chacune et chacun, pour l'année qui s'ouvre, vous avez un rôle éminent à remplir. Parce que l'action de l'État, parce que les attentes de la nation sont pour partie entre vos mains. Parce que notre nation a besoin de femmes et d'hommes engagés dans la sphère politique, dans la sphère économique et sociale et dans leur quotidien. Et parce que nos concitoyens ont aussi besoin de gens qui les représentent et peuvent défendre leurs intérêts. Et ils ont besoin de modèles, de héros, et de héros du quotidien. Parce que notre nation a besoin de revendiquer cet imaginaire glorieux, de le porter, et non pas de considérer chaque jour que la vie de la nation serait une vie de tumulte, de problèmes, de difficultés insurmontables. Non. Et c'est toujours fait à travers, justement, aussi cet héroïsme du quotidien, ces modèles qu'on construit, qui donnent à rêver et qui tirent quelques autres. Qu'ils soient boulangers, instituteurs ou aides-soignants, ils font la force de notre nation. C'est pour cela que j'ai voulu vous réunir aujourd'hui dans un format inédit, l'un des derniers jours où il est encore permis de présenter ses vœux. Je vous ai réunis pour vous dire que vous êtes, chacune et chacun dans ce que vous représentez et ce que vous êtes, les détenteurs d'une part de cette énergie de la nation et du projet qu'elle porte. Et je vous ai réunis pour vous redire aujourd'hui que vous la représentez, que vous la faites vivre, que vous la faites rêver. Et donc que pour toutes ces raisons, comme pour vous-même, je tenais à vous présenter une belle et heureuse année 2018. Et je veux vous dire, ce faisant, ce que j'attends de vous et ce que vous pouvez attendre de moi pour y parvenir. Et si je vous ai réunis, c'est pour cela. C'est pour vous proposer de réunir la sphère politique, la société civile et ses héros de l'année autour de deux objectifs, l'engagement et la responsabilité. L'engagement parce que, je l'évoquais dès les vœux que j'ai présentés aux Français il y a quelques semaines, nos concitoyens sont désengagés, vous êtes désengagés. Vous avez les uns et les autres, selon les choix qui ont conduit vos vies, décidé de ne pas rester dans le confort qui parfois vous était offert. Vous avez décidé de prendre des risques, de conduire des combats qui étaient parfois difficiles.
Vous en conduisez pour certains encore aujourd'hui. Nos concitoyens sont des millions à mettre leur énergie au service des autres. Et c'est une fierté pour nous tous. C'est l'essence même de l'esprit républicain que de ne pas se fragmenter en une collection d'intérêts catégoriels jalousement défendus. Les magistrats, les aides-soignants, les enseignants, les militaires, les pompiers, les hauts fonctionnaires, les policiers, les chefs d'entreprise, les travailleurs sociaux, les gendarmes, tant d'autres métiers ici représentés servent un idéal qui dépasse la personne qu'ils sont ou qu'ils ont face à eux, ou la situation qu'ils affrontent. Ils servent chacun à leur place les intérêts de cette collectivité qu'on appelle une nation. C'est pourquoi cette maison est et sera toujours la leur. Et que ce que je leur dois, c'est la considération pour cet engagement de chaque jour et pour ce qu'ils sont. Je sais toutes les situations difficiles. Je sais les passions qui animent nombre d'entre vous et qui fait que, pour beaucoup, vous ne comptez pas vos heures, les risques pris et le dévouement. Parce qu'il y a cet engagement plus fort que vous et qui vous porte. Je sais aussi les difficultés rencontrées au quotidien. Et le gouvernement est tout entier engagé pour les fonctionnaires comme pour toutes celles et ceux qui portent l'action publique et tous ces engagés de la nation pour simplifier leur vie, répondre à leurs difficultés. Je sais aussi les situations de détresse, de souffrance dans le quotidien ou le travail qui est le leur, comme ces derniers jours l'ont montré à diverses reprises. Et il ne faut mésestimer rien de ces voix qui s'élèvent, mais qui ne saurait épuiser la force de l'engagement qui porte chacune et chacun d'entre nous. L'engagement, c'est un moyen d'aider le pays en aidant l'autre. Et nous devons, chacun à notre place, le rendre possible, convaincant, souhaitable. Chacun à sa place dans l'action collective et dans l'intérêt général. Chacun a besoin de cette entraide nationale. Et il importe, à ce titre, de ne jamais céder ni aux passions tristes de notre temps, ni à la nostalgie de ce qui n'a jamais été, ni à un irénisme facile ou de principe qui ne correspondrait pas à l'action. C'est cela ce que j'attends de vous. Et c'est pour vous dire cela que je vous ai réunis. La plupart d'entre vous exercent des responsabilités. Vous avez en charge des hommes et des femmes que vous dirigez, commandez, guidez, emmenez. Il vous appartient de leur montrer le chemin. Cet engagement, bien sûr, ne s'arrête pas dans le quotidien qui est celui de l'entreprise, de l'action publique ou de vos vies professionnelles. C'est aussi pour cela que je souhaite que nous allions plus loin, et j'y reviendrai, dans les formes de reconnaissance que nous devons avoir à l'égard des diverses formes d'engagement au sein de la société, pour qu'ils soient mieux reconnus, encouragés, récompensés. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité qu'une réflexion large, ambitieuse soit ouverte, pour qu'au sein de l'entreprise, on puisse mieux valoriser ces formes d'engagement diverses, et pour qu'on reconnaisse aussi la responsabilité dans la nation que chacune et chacun porte à travers son action, et qui ne se réduit pas à sa finalité simple, parce que la nation est ce qui nous lie. C'est aussi pour cette raison que le deuxième objectif que je souhaite nous assigner collectivement, c'est celui de la responsabilité. Les corps intermédiaires, politiques, économiques et sociaux ont parfois été décriés en ce qu'ils pouvaient avoir de corporatistes ou de conservateurs. Ce n'est pas mon opinion. Je crois pour ma part au sursaut du moment présent et au sens de la responsabilité de chacun. Nous savons tous ce temps que traverse notre pays. Je n'oublie rien des conditions qui m'ont conduit à cette place. Le doute était là. Un autre projet pour la nation était présenté et proposé aux Français et a manqué de l'emporter. Une colère, une impatience est là qui chaque jour nous rappelle ce devoir. Et penser, parce qu'une nouvelle année s'ouvre, que nous pourrions retrouver en quelque sorte les habitudes et que les grands changements ne valent que pour les années électorales, ce serait décider de ne pas être à la hauteur de l'histoire. Notre pays
est pleinement conscient des grands changements qu'il a à vivre. Notre pays est profondément conscient que les défis qui sont les siens aujourd'hui, qu'il s'agisse des défis économiques et sociaux, migratoires, moraux, parfois civilisationnels, environnementaux, qui traversent toutes nos politiques publiques, sont là qui imposent de transformer en profondeur notre action publique, de repenser les fondamentaux de celle-ci et de garder le même niveau d'ambition, la même intensité. Notre responsabilité, c'est de ne rien relâcher de l'effort, de la passion qui nous guide et de la nécessaire transformation que nous devons poursuivre. Nous renforcerons la cohésion nationale, nous construirons véritablement la confiance dans notre pays. Que si nous parvenons à restaurer l'efficacité de l'action publique, que si nous arrivons à transformer en profondeur nos politiques publiques, ce qui tient notre nation, à l'aune des défis contemporains qui traversent l'Europe et le monde, mais aussi à les expliquer, à leur redonner du sens. Ce défi nous impose d'être à la hauteur de ses attentes et des ambitions. Cela passe évidemment par la sécurité des Français, en donnant à nos troupes, grâce à la loi de programmation militaire, les moyens de protéger notre nation et de faire face à tous les défis qui sont aujourd'hui les nôtres et continueront, qu'il s'agisse du terrorisme ou des grandes déstabilisations régionales, en établissant une police de sécurité du quotidien pour qu'en chaque endroit du territoire, on puisse être protégé. Cela passe par une attitude claire face à l'immigration, le respect de notre histoire et de nos principes, et donc l'accueil et l'intégration dans de meilleures conditions de tous ceux qui ont droit à l'asile, mais aussi le respect de notre droit et de nos frontières, et donc une plus grande efficacité des reconduites. Je sais combien ces débats peuvent aujourd'hui diviser. Je sais combien ils peuvent conduire les uns à douter, s'indigner, ou les autres à considérer qu'on ne va pas assez loin. Cette ligne de crête, c'est celle de la nation, qui consiste à tenir une nation face aux défis du monde, à décider qu'elle ne bascule point face à ce qui la déstabilise, mais à être à la hauteur de son devoir d'humanité, mais de manière juste, et en reconnaissant l'action sur le terrain chaque jour que mènent nos fonctionnaires comme nos travailleurs sociaux. Cela passe aussi par l'attention accordée aux plus fragiles, en réparant et modernisant les filets de sécurité de notre protection sociale, qu'il s'agisse des stratégies de prévention en matière de santé, comme de pauvreté, ou de lutte contre l'autisme, sujets sur lesquels, dans les prochaines semaines, des stratégies nouvelles seront portées par le gouvernement pour répondre à ces défis. Cela passe par une justice effective, qui ne néglige pas de punir les plus petits délits et les incivilités, qui protège nos concitoyens les plus exposés de tout ce qui perturbe leur quotidien et à qui on donne les moyens de faire rapidement et efficacement, ce qui sera aussi l'objet dans le semestre d'une réforme portée par la garde des Sceaux. Cela passe par le chantier des retraites, car le système actuel n'assure plus la justice, la transparence, la prévisibilité qu'il devait offrir. Cela passe par l'ensemble des politiques publiques qui seront conduites sous l'autorité du Premier ministre et qui visent à réparer, à répondre aux défis contemporains, aux combats, parfois nouveaux, qui sont apparus dans les derniers mois ou les dernières années et que la société aujourd'hui a à conduire. C'est aussi pour cela qu'une loi sera présentée contre les violences faites aux femmes, combat qui est la grande cause du quinquennat et sur lequel nous aurons là aussi des mesures législatives concrètes à porter. Cela passe bien entendu par l'école, avec cette volonté de ne plus admettre ces 20% de jeunes gens sortant de notre système sans savoir lire, écrire ou compter comme ils le devraient, par une réforme profonde de l'orientation, de l'entrée dans le premier cycle universitaire et dans les semaines qui viennent, de notre baccalauréat. Autant de choses qui paraissaient être des tabous il y a encore plusieurs mois, mais qui sont au cœur de ce que nous devons à la fois à notre jeunesse et à tous nos concitoyens aujourd'hui.
On m'interpelle souvent sur la dimension sociale de la politique qui est conduite par le gouvernement. Enfin, quelle est la bonne politique sociale? Si on accepte que 20% des jeunes depuis tant et tant d'années arrivent en fin du cycle primaire sans savoir lire, écrire, compter, et que c'est une fatalité à laquelle on ne peut rien. Quelle est la politique sociale si on accepte qu'il y ait plus de 100 000 jeunes par an qui sortent de notre système sans diplôme ni travail? Le cœur d'une politique sociale, ça n'est pas de prévenir, de savoir comment on mobilise un argent public au demeurant qu'on ne sait plus produire sur telle ou telle priorité. C'est d'abord de prévenir les inégalités au cœur de la société, dans les endroits les plus en difficulté. C'est cela le cœur de la politique qui est conduite. Et qu'il s'agisse de l'école, de la santé, de la pauvreté, nous devons là aussi, durant l'année qui s'ouvre, continuer à être à la hauteur de ces grandes transformations qui sont face à nous, c'est-à-dire sortir de cette impasse dans laquelle nous tâtonnons depuis tant et tant d'années, qui consiste à dire, si nous voulons corriger les choses, n'ayons qu'un traitement du symptôme et dépensons de l'argent. Si nous voulons les défendre, préservons les inefficacités et maintenons le système. Il faut changer des habitudes, bousculer des organisations, j'en ai bien conscience. Et cela a été commencé, du logement à la formation professionnelle. Mais cela se poursuivra. Mais la responsabilité qui est la nôtre ici, c'est de réussir à conduire ensemble ces transformations. Je ne dis pas que tout le monde sera également satisfait ou également d'accord. Ce serait même impossible parce que vous n'êtes pas ici une assemblée de semblables. Mais je souhaite que chacun prenne sa part de responsabilité pour que nous puissions ensemble réussir à construire des règles plus justes qui préviennent les inégalités, qui permettent à notre pays d'être plus efficace sur le plan économique, de produire davantage, d'avoir des services publics, eux aussi, plus efficaces et plus justes, et une action hors de nos frontières qui soit à la hauteur de ces attentes. Mais, autant que de ce que nous sommes, nous devons nous préoccuper d'où nous allons et retrouver le sens du progrès contre les catastrophismes. Retrouver cette capacité à armer notre pays, nous armer face aux défis du siècle. Nous avons, dans nombre de domaines, trop longtemps différé. C'est pourquoi tous les champs de politique publique seront concernés. Je pense, bien sûr, face à une économie qui réclame des compétences toujours changeantes et diverses, à la réforme de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, à la réforme de l'apprentissage, qui fera l'objet justement des transformations à conduire dans le semestre qui vient, parce que c'est la condition indispensable pour que notre société accepte les grands changements. Nous aurons dans le quinquennat à investir 15 milliards d'euros sur la formation. Nous aurons à en révolutionner les règles, en profondeur, pour rendre ce système plus efficace. Parce que c'est la condition pour que nous sortions de cette promesse intenable qui consiste à expliquer à nos concitoyens qu'on les protégerait, en quelque sorte en les épargnant d'un changement inéluctable. Les changements technologiques sont là, ils continueront à se déployer, nous les accompagnerons dans tous les champs de la société comme dans les territoires. Nous continuerons la numérisation et les transformations des métiers qui vont avec, mais cela s'accompagnera de la définition de nouvelles sécurités individuelles pour précisément accompagner les uns et les autres dans ce monde qui s'ouvre. C'est une responsabilité qui sera là aussi commune, puisque nombre d'entre vous auront leur rôle à jouer. Je pense, face à la hausse insupportable des prix dans certaines agglomérations, à la réforme du secteur du logement, qui sera proposée en mars, face au besoin de développer des mobilités du quotidien, plutôt que de grandes infrastructures, à la réforme des transports, avec une clarification sur notre stratégie d'infrastructure dès le mois de février et un projet d'ensemble sur notre politique de transport dès le mois d'avril. C'est face aux transformations de notre alimentation, comme à la nécessité d'offrir un avenir durable à l'agriculture française, aux États généraux de l'alimentation que nous avons lancés et au texte de loi qui sera présenté demain en Conseil des ministres, apportant des évolutions radicales que j'ai eu l'occasion d'exposer la semaine dernière à Clermont-Ferrand. C'est face aux défis climatiques
la mise en œuvre du plan climat présenté il y a quelques mois, que nous aurons à conduire dans le semestre qui s'ouvre. C'est face aux défis géopolitiques, une stratégie européenne résolue qui, durant l'année 2018, devra nous conduire sur les sujets du numérique, de l'énergie, comme des migrations, à conclure des textes essentiels, mais également à prendre des décisions de moyen terme pour retrouver l'ambition de cette Europe. Je ne suis volontairement pas exhaustif. Bien d'autres chantiers accompagneront et suivront ce mouvement. Certains gouvernementaux, d'autres non. Ils impliqueront l'action, l'engagement de toutes les forces vives de la nation. Nombre des sujets que je viens ici d'égrener rapidement impliquent les organisations syndicales et patronales, mais impliquent aussi tous les acteurs de l'économie et de la société pour les faire vivre. Et avoir ce qui compte, au final, c'est une efficacité de ces politiques que nous allons conduire. Ces transformations impliqueront aussi les territoires, de manière indissociable de l'engagement de l'État, avec des moyens qui seront donnés, avec une méthodologie nouvelle que nous avons installée il y a quelques mois, celle de la Conférence nationale des territoires, que nous aurons à déployer et faire vivre durant l'année qui s'ouvre, mais qui marquera aussi la capacité sur nombre de ces politiques à les coproduire, à les partager. L'État devant faciliter, qu'il s'agisse de l'Hexagone comme des Outre-mer, le déploiement de certaines ambitions, de nouveaux projets, j'y reviendrai dans quelques instants, et les actions communes devant se multiplier. Et cette responsabilité, ce sera aussi celle de tout le secteur public. Quelle légitimité aurions-nous et aurait le gouvernement à expliquer qu'il faut transformer en profondeur à peu près tous les champs de l'activité économique et de la nation, mais que le secteur public, lui, s'en trouverait en quelque sorte sorti. C'est pour cela que le secteur public doit être au cœur de cette ambition de transformation et que les travaux menés au sein du projet Action publique 2022 devront marquer, porter cette ambition et être ensuite déclinée ministère par ministère. Le Premier ministre dévoilera dans quelques jours les premiers contours de ce travail qu'il a initié lors du comité interministériel de la transformation publique, le 1er février. Cette démarche est indispensable, d'abord en termes de crédibilité de l'État lui-même, mais aussi pour pouvoir faire de l'État un acteur efficace de cette transformation de toute la nation. Il s'agira de détailler la feuille de route du gouvernement en matière de numérisation des procédures, de donner corps aux orientations fixées en matière d'évaluation de la performance des services publics et de satisfaction des usagers, d'ouvrir, avec les organisations syndicales du secteur public, une vaste réflexion sur notre politique de ressources humaines, parce que le service public n'a de richesse que d'hommes. Il faut que l'État fasse sa mue en matière de gestion et de développement des talents et des compétences. Et dans l'année qui s'ouvre, nous aurons aussi ce défi à conduire qui ira du recrutement aux affectations, en passant par la formation continue jusqu'au déroulé de carrière, un travail en profondeur de refondation de notre organisation collective. L'ambition qui devra ainsi être portée n'est pas d'ajuster le travail de tel ou tel ministère, mais il sera bien parfois de repenser en profondeur certaines missions, de les reconsidérer, de savoir là aussi les transformer à la racine, soit pour y renoncer, soit pour les rendre plus efficaces, d'assumer les changements profonds que le numérique porte, qui sont aussi des changements d'usage, de relations avec nos concitoyens, les entreprises comme les collectivités territoriales, et de ne pas considérer qu'il s'agit simplement d'une dématérialisation qui devrait conduire à ajuster à la marge l'action de l'État. Cette ambition, elle sera portée par le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, et c'est la part de responsabilité qui est pour cette année la vôtre. Je l'ai dit, le rôle du chef de l'État n'est en la matière justement pas de tout faire. Il est plutôt de mettre les autres en capacité de faire, de leur donner les moyens de s'engager et de réveiller et permettre le désir d'engagement et le déploiement de ces responsabilités que je viens d'évoquer. C'est ainsi
que nous dessinerons le visage de la France dans les 10 ans qui viennent, celui d'une France émancipée et engagée. Pour cela, je veux ici, en quelques mots, dire ce que je souhaite rendre possible et ce que vous pouvez attendre de moi, là aussi de manière non exhaustive, mais sur quelques principes. Je souhaite d'abord donner davantage de possibilités aux collectivités territoriales. Nous ferons évoluer, je l'ai dit au mois de juillet dernier au Congrès, la Constitution pour donner aux collectivités les moyens de s'administrer plus librement encore et prendre plus que jamais en main le destin de leur territoire. Durant ces derniers mois, et je les en remercie, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont mené un travail important qui a conduit à présenter des propositions et suggestions il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Le Premier ministre, et à ses côtés la garde des Sceaux tout particulièrement, vont pouvoir parachever un travail que le gouvernement a aussi commencé à la lumière de vos travaux, qui permettra de me proposer dans les semaines qui viennent un projet de réforme. Je souhaite que celui-ci permette là aussi d'innover et de donner à nos territoires les moyens de ces grandes transformations que je viens d'évoquer. La possibilité d'exercer des compétences de manière différenciée entre des collectivités d'un même niveau, la possibilité aussi donnée d'avoir un droit d'expérimentation et d'adaptation. Je ne suis pas persuadé que, durant les années qui s'ouvrent, nous puissions lancer un mouvement massif, nouveau, de décentralisation radicale en termes de compétences. Nous aurons indéniablement, et ça ne relève pas de la Constitution, mais bien de la loi, des clarifications à apporter. Nombre d'entre vous les ont souvent pointées dans les derniers débats sur ces sujets, entre les départements et les régions, ou des corrections à conduire. Mais je crois à une décentralisation bien plus profonde, celle du siècle qui s'ouvre. C'est la décentralisation des projets et de l'initiative. Nous avons parfois passé des mois, des années, voire des décennies, pour certaines ou certains, à se battre pour des compétences. J'observe parfois que d'ailleurs les dites compétences ne sont pas toujours exercées lorsqu'elles sont obtenues. Lorsqu'elles sont obtenues et commencent à être exercées, font l'objet de demandes reconventionnelles de financement à l'égard de l'État, et qu'on passe en quelque sorte en querelle de territoire, un temps fou et une énergie inconsidérée, qui pour nos concitoyens ne dit rien, et ne dit rien de l'effectivité de notre démocratie et de notre action collective. Une chose est sûre, c'est que nos territoires ont besoin de projets, et qu'il y a sur nos territoires des élus qui portent des projets. Et qu'aujourd'hui, trop souvent, quels que soient les débats de principe ou théoriques que nous avons parfois eus, il se peut qu'ils soient bloqués. Nous avons donc un travail, semble-t-il, beaucoup plus pragmatique à conduire, qui est celui d'ouvrir cette décentralisation de projets en permettant de revoir, à travers les articles 72 et 73 et 74, pour ce qui est de nos collectivités territoriales d'outre-mer, la possibilité de laisser des flexibilités, un pouvoir d'adaptation et d'expérimentation pour les uns, un pouvoir encore renforcé pour les autres, mais qui permettra au plus près du territoire de porter mieux des projets concrets. Avec évidemment le contrôle qui va avec l'unité de la République. Mais je crois que nous devons rendre possible le lancement de projets décentralisés, de permettre justement à nos collectivités d'oser, de proposer, de s'engager, de rendre du pouvoir au terrain et faire en sorte que ces initiatives puissent être libérées. C'est dans cet esprit que je souhaite que la réforme constitutionnelle sur ces sujets soit conduite et que les textes de loi à venir puissent aussi soit améliorer des équilibres aujourd'hui existants, soit permettre là aussi sur nos territoires des adaptations pragmatiques et attendues sur le terrain, parce que la réalité est diverse en fonction des contraintes que nos territoires ont à vivre. Le deuxième élément d'importance dans cette réforme constitutionnelle sur ce sujet, c'est celui de la réforme du Conseil économique et social. Parce que c'est la possibilité, non pas de rendre du pouvoir au terrain, mais de redonner une vitalité, un nouveau cadre
à l'implication de la société civile dans la nation et les institutions ainsi pensées. J'ai annoncé à l'été cette intention de faire du Conseil économique, social et environnemental une grande interface de concertation entre les pouvoirs publics et la société civile. Nous y avons travaillé de manière très constructive et je veux ici vraiment saluer et remercier le président Bernasconi pour son engagement et son ouverture d'esprit. Il est assez rare, quand on dit qu'on va réformer en profondeur une assemblée comme celle-ci, constitutionnelle, qu'on ait de prime abord un accueil chaleureux et une volonté de porter la réforme. Et je veux ici dire combien vous avez parfaitement illustré le contraire. Et vous n'avez eu de cesse depuis le mois de juillet dernier de proposer, d'innover et, je crois très profondément, de montrer que vous aviez compris que nos concitoyens attendaient quelque chose d'autre et une transformation profonde. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions faire du CESE ce canal privilégié de la participation des Français à la décision publique et devenir ainsi la Chambre du futur. La démocratie effective doit donner plus d'efficacité aux mobilisations citoyennes, mais elle doit aussi leur donner un cadre. Parce que le risque collectif que nous avons sinon, c'est de considérer qu'il y a une assemblée prévue par la Constitution qui est censée représenter la société civile, mais que, n'étant plus conforme au visage contemporain de celle-ci, elle s'épanche en dehors de toute forme institutionnelle. Elle s'agite en dehors, elle devient plus efficace et plus légitime en dehors, ce qui est pour partie ce que nous sommes en train de vivre. Ainsi, pour les pétitions, le CESE doit devenir le réceptacle des pétitions citoyennes, avec la possibilité de recueillir des signatures numériques sur une plateforme dédiée à cet effet. Et dès que ces pétitions, le cas échéant par la jonction de plusieurs pétitions identiques, franchiront un seuil, par exemple celui de 500 000 signatures, je souhaite que le CESE puisse voter leur transmission au gouvernement, mais aussi aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale pour y déclencher un débat. Symétriquement, nous proposerons de faire du CESE le point de passage des consultations gouvernementales sur les projets de loi en matière économique, sociale et environnementale. Nous avons aujourd'hui des centaines de commissions. Certaines auront vocation, évidemment, à persister sous leur forme. Beaucoup d'autres ne sont d'ailleurs, je pense, connues de très peu d'entre vous. Mais nous les avons accumulées à travers les textes de loi. Simplifions là aussi les choses en considérant que sur les domaines de compétences de cette Chambre, la consultation passe par une enceinte ainsi définie à la compétence clarifiée et de manière d'ailleurs beaucoup plus transparente avec des membres identifiés. Je souhaite également que le gouvernement puisse déléguer au CESE l'organisation de consultations publiques sur tout projet de réforme et il serait à sa charge de rechercher la participation du plus grand nombre, organisations comme citoyens, à ses propres travaux, mais aussi de recourir à des expertises indépendantes pour rendre des avis plus éclairés et plus étayés que nous ne l'avons aujourd'hui. Et dans le cadre de cette transformation, ce sujet de l'expertise indépendante me paraît essentiel. Nous n'avons cessé de vivre ces derniers mois, ces dernières années, autour de polémiques interminables pour savoir si telle ou telle expertise était indépendante. Quand le gouvernement demande une expertise, nos concitoyens ne pensent plus qu'elle est indépendante, quelle que soit la qualité de celles et ceux qui sont sollicités par le gouvernement, c'est ainsi, parce qu'ils sont sollicités par le gouvernement. Je souhaite donc que, avec des critères parfaitement définis, parce que le risque, c'est ensuite que l'expertise vienne d'acteurs de la réforme ou de la polémique, et donc soit une expertise résolument non indépendante, parce que financée. Je souhaite que nous puissions donner un cadre à cette expertise indépendante au niveau national, dans ce cadre et dans ce contexte. Il faudra jeter des ponts entre le CESE et la communauté scientifique afin que le Conseil puisse être éclairé en toute indépendance par des analyses scientifiques pointues sur les sujets dont il sera saisi et qu'il puisse à son tour rendre des avis utiles au pouvoir public. Je souhaite en particulier que cette Chambre du futur éclaire dans ses avis le gouvernement sur les impacts à long terme donc de ces projets de loi, sur les conséquences de ceci au-delà du court terme. Il faudra bien sûr que, pour ce faire, le CESE évolue dans sa composition et son organisation. C'est pourquoi je souhaite ici dire très clairement, après le travail que nous avons conduit, que
nous puissions réduire à quasi la moitié le nombre de membres permanents et associés du Conseil économique, social et environnemental. Et je souhaite, pour accompagner cette réforme profonde, que nous jouions pleinement le jeu d'une chambre pour et par la société civile, et donc que le gouvernement renonce à nommer les personnalités associées et des personnalités qualifiées au CESE, afin de rendre aux organisations la plénitude du pouvoir de désignation des membres. C'est là aussi plus clair et plus conforme à la mission que nous voulons donner à cette Chambre du futur. Et je crois que c'est à la hauteur de ce qui est attendu, et il appartiendra, à travers cette plateforme, à cette Chambre, au-delà de ses membres permanents, de faire vivre un dialogue citoyen, constant, organisé, dans un cadre pensé et assumé dans notre société. Permettre l'engagement, c'est retrouver le sens de ce qui tient la nation. C'est retrouver le sens de ce qui fait notre creuset républicain. C'est pourquoi, à cet égard, le troisième point sur lequel je voulais ici insister, c'est celui du service national universel. Nous avons une école qui œuvre à la liberté et à l'égalité. Le service national universel sera une école de la fraternité, car il n'est de fraternité que celle qui se forge dans l'engagement commun. Il ne s'agit pas de réinventer le service militaire, il s'agit de donner à notre jeunesse un rendez-vous auquel elle devra se rendre sans distinction de classe, d'origine, de sexe. Nous allons donc rendre à notre jeunesse ce qui fut en réalité le principal intérêt de la conscription, la possibilité de se réunir autour d'un engagement commun en abattant toutes les barrières sociales. Je l'ai répété il y a quelques semaines en présentant mes vœux forces armées, ce n'est pas le ministère des Armées qui portera seul ce service national universel. C'est un travail qui engagera plusieurs ministères ici présents sous l'autorité du Premier ministre, mais qui est indispensable. Rien ne corrode plus notre cohésion nationale que l'ignorance des uns des autres, mais nous ne nous connaissons que dans l'action et dans le combat. Voilà pourquoi ce service national universel offrira à la jeunesse de France des causes à défendre, des combats à mener dans le domaine social, environnemental, culturel, et son cadre doit ainsi être pensé. Le service national universel sera ce moment où la République dira à notre jeunesse que la voie de l'engagement pour les autres est la plus sûre manière de se réaliser soi-même. C'est ainsi que nous replacerons l'intérêt général au cœur de notre République, par l'initiation, par l'encouragement, par l'exemple et surtout par l'action réelle à laquelle chaque jeune de France sera ainsi confronté. Les valeurs de la République que notre temps met parfois si durement à l'épreuve seront retrempées dans ce moment partagé. Et la solidarité ainsi forgée au sein d'une classe d'âge sera le socle d'une solidarité nationale affermie, parce que ce service national universel sera l'amorce d'une envie nouvelle d'agir, de s'investir, d'être utile à la communauté nationale, sur l'ensemble de nos territoires. Dans les prochains jours, un groupe de travail va entreprendre les travaux de préfiguration. Il rendra ses conclusions en avril. Beaucoup disent que c'est impossible à faire. Mais rassurez-vous, je me suis depuis bien longtemps habitué à ces débuts de discussion. Cela forge plutôt en moi la conviction que c'est une nécessité de le faire. Et je crois surtout que cela répond à ce qui corrode plus profond la cohésion de la nation, à la tentation de l'individualisme, à la perte d'un cadre organisé par la nation de combat collectif et d'engagement commun, et du sens redonné et porté collectivement. Les valeurs de notre République le méritent, et je crois que notre jeunesse l'attend. Cela ne devrait pas exiger de modification de la Constitution, mais si cela se révèle nécessaire, nous l'assumons. Cet engagement que je demande à la société tout entière suppose donc, au-delà de ces trois sujets sur lesquels je voulais ce soir revenir en ce début d'année, cela suppose un changement culturel profond. Nous devons renouer avec le goût du risque et en finir avec la peur de l'échec. Créer une association, concrétiser une initiative, initier un projet, c'est prendre un risque. S'engager, c'est risquer quelque chose.
nous ne sommes pas une nation d'assis. Nous ne sommes pas une nation de précautionneux. Nous ne sommes pas une nation faite, construite par des femmes et des hommes qui n'ont pas osé. Au contraire, quelles que soient les politiques publiques, les champs d'activité ici représentés, nous sommes une nation dont les plus grandes heures ont été construites par des femmes et des hommes qui ont pris des risques, parfois inconsidérés, jugés impossibles à relever par d'autres. C'est donc pour toutes ces raisons que nous devons retrouver ce goût du risque partout dans la société. Et c'est pour cela que j'ai voulu réduire considérablement le coût de l'échec. Le coût de l'échec dans la vie économique et sociale à travers les dernières réformes, le coût de l'échec face à l'administration par le texte de loi voté en première lecture aujourd'hui même par l'Assemblée nationale et qui arrivera bientôt au Sénat, qui restaure la confiance, mais permet aussi de prendre des risques et parfois commettre des erreurs. C'est pour cela aussi que nous devons insuffler l'énergie de s'engager. Nous avons pérennisé les semaines de l'engagement afin notamment que les plus jeunes mettent leur énergie au service du collectif. Nous travaillons à la reconnaissance de l'engagement associatif comme partie intégrante des acquis de l'expérience. Nous avons lancé l'accélérateur de l'engagement associatif comme partie intégrante, là aussi, d'une stratégie plus large pour permettre aux associations dynamiques d'accélérer leur développement sur tout le territoire, mais aussi en termes d'intensité de leur action. Et l'État les aidera par du financement, du soutien, du conseil. Et parce que ce soutien est la reconnaissance que les associations sont d'intérêt public. Et je pense que nous sommes ici tous d'accord à ce sujet. Il faut que nous agissions en conséquence et que l'innovation, qu'elle soit économique, sociale, soit ainsi partout portée par les différents acteurs, parce que cette innovation contribue à ce changement culturel profond. C'est de ce changement culturel dont notre pays a besoin, que le gouvernement doit porter, que le Parlement doit porter par les initiatives qu'il prendra, que les collectivités territoriales, les acteurs économiques et sociaux, les associations, les citoyens doivent chaque jour porter davantage. Il y aura des erreurs, il y aura des échecs, et il ne faut pas ici le cacher. Ils feront partie de l'année qui s'ouvre. Mais les échecs apprendront à ceux qui auront échoué. Si nous permettons à ceux qui échouent de rebondir plus vite. Et ils enseigneront à chacune et chacun. Et penser protéger des échecs en protégeant du cours du monde, des grands changements ou des défis de ce qui est devant nous, serait une immense erreur. C'est pourquoi il nous faut retrouver ce goût de la recherche fondamentale et appliquée, ce goût de la culture scientifique, du progrès, qui est parfois celui du rationalisme sur certains combats que nous avons à conduire, ce goût de l'aventure et de la conquête. Et au moment, justement, où l'année s'ouvre, et dans ces derniers jours où il m'est encore permis de le faire, je voulais fort, à la fois de cette volonté d'engagement et de responsabilité et des quelques convictions que je viens de partager avec vous, vous dire combien il appartient aux forces vives et aux corps constitués de prendre la mesure de notre responsabilité commune et des temps que nous vivons. Et donc de retrouver chacune et chacun dans ce que nous portons de la nation et de l'action publique une part de ce risque qui doit être pris, une part de ce pragmatisme que nous devons porter et une part de l'ambition pour notre pays que nous devons conduire. L'année 2018 ne peut pas être l'année des divisions, des petits calculs ou de ce qu'on pourrait penser être le luxe d'un retour à la normale. Je ne sais pas ce que c'est que le retour à la normale dans un pays qui, depuis 3 décennies, et même davantage, vit avec le chômage de masse, vit avec la peur du décrochage pour les classes moyennes, le sentiment pour nombre de nos territoires que ce décrochage est une fatalité pour eux. Le retour à la normale n'existe pas. Seule l'ambition que nous portons et que nous devons porter plus loin encore, pour notre pays, en Europe comme dans le reste du monde, doit conduire l'action collective qui est la nôtre pour cette année. Et c'est donc avec cette volonté d'engagement
et de bonne hauteur quant à nos responsabilités que je veux ouvrir cette année 2018 avec vous. Parce que je sais combien notre pays a besoin que ces défis soient relevés, a besoin de les réussir et pour cela a besoin de l'énergie, de la force d'âme et de la détermination de chacune et chacun d'entre vous. Vive la République et vive la France. Voilà pour ce discours d'Emmanuel Macron prononcé à l'occasion des vœux au corps constitué, aux forces vives de la nation, au bureau des deux assemblées, mais aussi aux héros de 2017. Un discours qui a loué l'engagement et la responsabilité, un discours quasiment de politique générale du président. On va continuer l'analyse et le décryptage de ce discours avec mes invités en plateau, Janine Halimi, Benjamin Morel, Pascal Perrineau et Jean Garrigue. Première question pour vous, Janine Halimi, qu'avez-vous retenu de ce discours? J'ai retenu, si tant est qu'on en doutait encore, que la philosophie d'Emmanuel Macron est celle du pragmatisme. Le pragmatisme avec un grand P, c'est le président d'après le mur, la fin du mur. C'est le président d'après le 11 septembre. C'est le président d'une Chine dont on ne sait pas si elle est hyper marxiste ou hyper capitaliste. Voilà. Enfin, après un début, je dois vous dire que j'ai trouvé un petit peu souffreteux, qui venait du fait, je pense, qu'il s'adressait à des corps constitués, alors que sa philosophie, nous le disions tout à l'heure, en tout cas son parcours politique était plutôt contre les corps et contre les corporations. Emmanuel Macron, c'était celui qui avait rédigé le rapport Attali numéro 2. Ça a été longtemps le ministre de l'économie de l'ubérisation. Donc s'adresser à des corps constitués, c'était peut-être un peu compliqué. Sa deuxième partie a été celle où il a... alors, on peut dire que c'est une sorte de catalogue à la Prévert, mais en tout cas, il a décliné, il a égrené toutes les grandes réformes et tous les grands chapitres qu'il allait traiter sur les 4 années et demie qui lui restent, l'éducation, l'école, les retraites, les territoires, j'en passe et des meilleurs. Et je retiendrai cela, c'est-à-dire qu'à partir d'une France en marche dans tous les sens du terme et chemin faisant, encore une fois, au-delà de toutes les idéologies et d'un horizon, je ne sais pas si vous l'avez repéré, qui ne dépasse pas le moyen terme. Il a parlé de l'action qui se passe dans le moment présent, du moyen terme, mais jamais du long terme. Il a essayé de tricoter, de donner un sens à son action, avec comme évidemment au sommet de tout cela, bien évidemment la nation, qui a été un terme qu'il a utilisé je ne sais pas combien de fois, au moins dans la première partie. On a beaucoup entendu ce terme de nation, sa définition de la nation, Jean Garrigue, avec notamment des mesures envers les collectivités territoriales. Oui, j'ai eu un petit peu peur au départ qu'on soit en présence d'un exercice un peu convenu et qui n'apporterait rien de nouveau. Et c'est quand même pas tout à fait le cas. D'abord, moi j'ai noté un certain nombre d'expressions et de formules qui manifestent d'ailleurs ce qui s'annonçait déjà dans ses vœux à la nation du 31 décembre, c'est-à-dire quand même une volonté de ne plus être simplement ce président de la France heureuse, de se rapprocher un tout petit peu des petits, de la France qui souffre, de prendre un peu le contre-pied de certaines formules malheureuses. Avec un discours aussi pour désamorcer un peu la grogne sociale dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a de ça, mais lorsqu'il parle de considération, de ceux qui n'ont pas de voix, etc., on sent qu'il y a une volonté d'aller un peu plus vers le social. Voilà. Et dans le discours, en tout cas, on a la confirmation de cette attention aux petits et aux territoires d'ailleurs, à travers les annonces qui sont faites. Et ces annonces ne sont pas totalement sans importance, me semble-t-il, car annoncer notamment la réforme du Conseil économique, social et environnemental, qui est un des points forts de ce... Les membres seront réduits de moitié, c'est une des informations. Pas seulement, c'est quand même un changement de paradigme total et qui confirme un certain nombre d'idées qu'on a trouvées dans les groupes
groupe de travail de François de Rugy, mais appliqué à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et là, c'est intéressant. Enfin, je veux dire que le dispositif institutionnel va quand même être modifié dans le sens d'une meilleure préparation et d'une meilleure ouverture du processus législatif grâce au CESE. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi ce qu'il dit sur le service national. Beaucoup doutaient de la faisabilité et de la volonté présidentielle et gouvernementale d'aller au bout de ce projet de service national. Et on voit que ce projet, manifestement, va aller jusqu'à son terme. Effectivement. Pascal Perrineau. Oui, moi je commencerai par la fin de son discours, où il appelle les Français, les corps constitués, les élus, la société civile et la société politique, il a repris cette distinction, à oser un changement culturel profond. Parce qu'en effet, on sent un président qui maintenant, bientôt, aura exercé le pouvoir suprême pendant 1 an et qui s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples qu'on voulait bien le croire, que la société française peut renâcler, résister. Et il appelle, dans sa conclusion, à ce que 2018 ne soit pas l'année des divisions, ne soit pas l'année, je le reprends, des petits calculs, du retour à la normale. Il veut, au fond... Qu'est-ce qu'il vise, selon vous, Pascal Perrineau ? Il veut entretenir le feu sous l'idée de rupture qu'il a tellement incarnée au moment de avril, mai, juin dernier, lorsque, en effet, le pouvoir présidentiel et le pouvoir législatif tombent dans les mains d'Emmanuel Macron et d'En Marche. Donc, il veut maintenir une ardeur qu'il sent certainement un peu retomber. Il suffit de lire attentivement les enquêtes, de regarder le résultat des législatives partielles, de regarder, il y a quelques mois, le résultat des élections sénatoriales le 28 septembre. Donc il veut réveiller les ardeurs. Je vais vous interrompre puisqu'on va retrouver Ludovic Faux, toujours en direct de l'Élysée pour une première réaction. À vos côtés, Jean-Marc Gabouty, sénateur RDSE de la Haute-Vienne. Oui, Monsieur Gabouty, vice-président du Sénat, que retenez-vous de ce discours d'Emmanuel Macron qui a plaidé pour l'engagement et la responsabilité ? Tout à fait, c'est un discours à son image de détermination, de volontarisme, avec un optimisme raisonné, annonçant la poursuite des chantiers de réforme, insistant en particulier sur 3 d'entre eux, peut-être un petit peu nouveaux, c'est-à-dire la décentralisation, non pas des compétences, mais des projets pour les collectivités, la transformation du CESE pour organiser le débat citoyen, et puis le service national universel à mettre en œuvre et qu'il compte bien réussir malgré tous les inconvénients que certains ont pu avancer et la difficulté de mise en œuvre. Merci, Monsieur Gabouty. À vous, Delphine. Merci Ludovic pour cette réaction. On continue avec vous, Fernand Tavares, en direct de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. À vos côtés, Philippe Vigier. Effectivement, Philippe Vigier, vous avez présidé pendant de nombreuses années aux destinées du groupe centriste. Alors, la décentralisation, ça a été un petit peu votre cœur du cible et ça l'est toujours. Donc, ce que vient de dire le président de la République, il faut décentraliser, donner du pouvoir aux régions. Écoutez, qu'il le fasse. Et moi, j'applaudirai dès demain. Je rappelle que j'avais déposé une proposition de loi au mois de décembre qui prévoyait de créer cette fameuse Agence nationale de cohésion des territoires. Parce qu'en fait, cette croissance, on vient d'accrocher 1,9 point de croissance. Maintenant, il s'agit de savoir si oui ou non on ira plus loin. Et on ira plus loin qu'à une seule condition. C'est qu'on mettra tout le territoire en mouvement. Qu'on sera capable justement d'aller chercher les forces vives, cette innovation, cette créativité qu'il y a dans les territoires, en sachant que les métropoles se développent beaucoup plus naturellement. Et il y a tous les autres territoires pour lesquels, pour le logement, la téléphonie mobile, pour le numérique, pour les services à la population, il faut évidemment apporter des moyens, mais aussi bâtir des projets. Donc moi, ce que je souhaite, puisque le président semble vouloir tendre la main aux collectivités, qui donne un vrai pouvoir dans les territoires. Voilà. Et avec ce vrai pouvoir, sachez bien qu'on en fera une bonne utilisation. Merci beaucoup, Philippe Vigier. Merci à vous, Fernand Tavares, pour cette réaction. Benjamin Morel, c'est vrai qu'on a entendu les chefs de l'État appeler les collectivités territoriales à prendre en main leur destin. Est-ce qu'il va leur donner la possibilité de le faire ? Si vous voulez, sur les collectivités territoriales, on a une transformation sémantique, on n'a pas forcément de transformation des annonces. Dans la révision constitutionnelle qui est attendue, il y a, je passe sur l'outre-mer, mais 2 grandes idées. Un droit à la différenciation qui viendrait se substituer au droit à l'expérimentation actuellement présent et une capacité d'adaptation des règles au local, ce qui est déjà le cas pour les collectivités d'outre-mer. Donc là, il y a une vraie question, c'est-à-dire que cette idée de décentralisation de projet,
qui semble avoir s'être substitué dans le discours présidentiel, en tout cas, au droit à la différenciation, pose question. Est-ce qu'on a une transformation du projet présidentiel? Parce que le droit à la différenciation, c'est quand même une remise en cause, à la marge, mais quand même profonde, du principe d'unité de la République qui existe depuis 1792, ou est-ce qu'on reste dans une évolution simplement du vocable? Dans tous les cas, sur cette question-là, il n'y a pas réellement d'innovation. La réelle innovation sur les questions constitutionnelles, outre le fait qu'il n'a pas du tout parlé du Parlement, on peut s'interroger pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas justement une fébrilité sur cette question-là et il évite de se mettre en avant? La vraie innovation sur les questions constitutionnelles, elle est liée au CESE, avec, comme vous le disiez très bien, des choses qui étaient réclamées notamment par l'Assemblée nationale, qui peut-être du coup ne seront pas confiées à l'Assemblée nationale. Je pense notamment à des dispositions qui ont trait à la démocratie directe ou à la démocratie semi-directe, qui seraient plutôt confiées à cette institution qui est le CESE, ce qui est bien pour le CESE, ce qui est peut-être également un peu dommageable pour la démocratie, car ça crée un sas supplémentaire entre d'un côté le législateur et de l'autre le citoyen. Jean Garrigue. Oui, il ne faudrait pas que le CESE se retransforme en une usine à gaz, ce qu'il était un peu devenu, il faut bien le reconnaître. Et c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est que les réformes, la réforme du CESE telle qu'elle est présentée, elle ressemble beaucoup à des choses qui allaient être appliquées, comme le disait mon voisin, à l'Assemblée nationale. Sur le fond, il est effectivement, et c'est reconnu par tous les spécialistes, la nécessité de travailler en amont sur la préparation de la loi, et donc de permettre au CESE de jouer un rôle dans cette préparation, et aussi de lui donner le pouvoir de travailler en aval de la production législative. C'était aussi contenu dans ce que nous a présenté Emmanuel Macron. Troisième élément, l'ouvrir un peu plus à la démocratie avec les fameuses pétitions, qui, a priori, là, étaient plutôt destinées à l'Assemblée nationale. Tout ça est intéressant, tout ça fait partie de l'innovation et du renouvellement démocratique de la production législative, en passant par le CESE. Maintenant, est-ce que ce sera effectif? Est-ce que c'est possible à réaliser? C'est un peu comme pour le service militaire et pour la décentralisation, ou pour les projets territoriaux. On peut demander à voir, parce que là, il va y avoir beaucoup de réticence. Oui, moi je voudrais prendre un peu le contre-pied de ce que disait Jean Garrigue tout à l'heure sur l'inflexion vers le social. Moi je suis beaucoup plus dans le discours. Oui, non, mais même évidemment c'est un discours. Donc même sur le discours, c'est un discours extrêmement bien charpenté. On l'a dit, il touche à tout, il répond à beaucoup d'interrogations, notamment de ceux qui sont devant lui. Mais devant lui, il y a aussi les syndicats. Et autant il a défendu dans sa vision de la société l'individu. Un État qui accompagne l'individu avec des sécurités nouvelles. Donc on a bien compris que c'était un État relativement prudent et peu intrusif. Il a parlé aussi notamment sur la fin des fraternités, mais il a très peu parlé de l'égalité, des inégalités. Il en a parlé en creux, en disant moi je ne suis pas là, enfin pendant 30 ans on a essayé de corriger les inégalités en aval, une fois qu'elles sont arrivées. Moi, je veux les corriger en amont. Il n'empêche que ce volet social, je pense qu'il brille tout de même par son absence et qu'au regard du contexte d'ébullition, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il risque d'être critiqué là-dessus. Emmanuel Macron, si vous voulez, il en a, au bout du compte, assez peu parlé, enfin j'ai l'impression. Si vous voulez, il y a à la fois du social et du pas social. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, qui est une idée centrale dans le macronisme, que la France doit s'adapter et que l'État est en fait un facilitateur d'adaptation et que le social, c'est pas d'entretenir justement des situations en place, c'est de permettre l'adaptation, le passage d'un monde à un autre. Il a beaucoup insisté, notamment sur le numérique. Il a beaucoup insisté sur la transition vers une nouvelle économie numérique. Il a une droite qui est en train de le titiller sur ces domaines sociaux. On l'a vu avec Laurent Wauquiez, avec la hausse de la CSG. Il a une partie de la République En Marche qui le critique aussi en disant que le compte au niveau social n'y est pas, au sein même de la République En Marche. Donc il a effectivement une charpente. Je vous interromps, Janine Calini, on va retourner à l'Élysée pour une nouvelle réaction. C'est le grand danger pour lui. Voilà. Alors, on va retourner à l'Assemblée nationale pour une nouvelle réaction avec vous, Fernand Tavares. Effectivement, avec un jeune député, un député d'opposition, mais d'opposition constructive. Alors, vous avez 34 ans, vous avez entendu le président de la République tout à l'heure, il dit, mais vous, élus, vous devez aller dans les territoires, porter des projets, les défendre, ça vous plaît ça? Alors, le président a dit,
nos territoires ont besoin de projets. Nos territoires, ils ont des projets. Aujourd'hui, on a des élus dans nos territoires qui ont des projets, qui ont des envies. Aujourd'hui, on a besoin des moyens de faire ces projets et nos territoires ont aussi besoin et nos élus ont besoin de confiance. De la confiance de la part du gouvernement et de l'argent. Voilà ce qu'on a besoin. Est-ce que ces propos présidentiels vous ont motivé en tant que député? Alors, ça va dans le bon sens. Dès l'instant où le président parle de décentralisation, dès l'instant où il parle de redonner du pouvoir au territoire, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut des actes en face des paroles. Merci, monsieur Negelen. Merci à vous, Fernand, pour cette nouvelle réaction. Pascal Perrineau, on parle effectivement de cette mutation que devra engager le Conseil économique, social et environnemental, avec un rôle de plateforme citoyenne, un rôle d'expertise également. Ça, c'est une petite révolution, on peut le dire? Oui, c'est une petite révolution. C'est en ligne avec le discours d'Emmanuel Macron depuis des mois et des mois. On voit bien, au fond, qu'Emmanuel Macron se heurte du fait de son propre scepticisme et de la résistance des institutions représentatives classiques. Il se heurte au monde politique classique. On le voit bien. Donc toute sa stratégie est une stratégie de contournement. Et la réforme vigoureuse du CESE, c'est une stratégie de contournement. Ce qu'il ne veut pas obtenir des assemblées de la République classique, et il va chercher à l'obtenir d'un CESE profondément renouvelé, amaigri, ayant des pouvoirs que l'on prévoyait être les pouvoirs plutôt de l'Assemblée nationale. Et puis cette stratégie du changement qui consiste à contourner les institutions classiques, c'est une stratégie aussi qui s'appuie sur une interpellation directe de la société. Quand il s'adresse, il voit bien que les territoires résistent. On l'a bien vu au Sénat, on l'a bien vu à diverses reprises sur l'affaire de la taxe d'habitation. Et donc, il va au-delà de la représentation de ces territoires et il appelle en effet à ce qu'il appelle une mobilisation des projets. Reste la question que vient d'évoquer le jeune député des Vosges, la question des moyens. Parce qu'à la fin des fins, on va discuter moyens cet été, au travers, en effet, de la fiscalité, de la taxe d'habitation. On a discuté des moyens des collectivités territoriales. Et donc là, on voit, c'est un discours de projet, c'est un discours presque à une déclaration de politique générale, va se poser dans les semaines, dans les heures, dans les semaines et dans les mois qui viennent, la question des moyens que l'État entend accorder aux collectivités territoriales pour qu'ils puissent pleinement exercer leur pouvoir, qui serait donc maintenant un pouvoir essentiellement de projet. Ouais, c'est vrai qu'il a évoqué cet article 72 de la Constitution sur la libre administration des collectivités territoriales. Jean Garrigue. Ce qui est sûr, c'est que l'année 2018 sera dans la continuité de l'année 2017, une année de transformation. Et en cela, il est très cohérent. On est véritablement là dans un... C'est pour ça que même sur le terrain social, il ne faut pas lui demander de transformer sa politique. Sa politique, elle passe... La politique sociale d'Emmanuel Macron, elle passe par une transformation, il l'a dit d'ailleurs, du dialogue entre la société civile et la société politique, par une transformation de l'organisation même du dialogue social. Donc, sa politique sociale sera une politique macronienne. Et les projets, effectivement, il les mène, et ça c'est plutôt habile, dans une stratégie de contournement, y compris sur le plan de ces fameux projets territoriaux, parce que là, ces projets territoriaux, on le voit bien, et je répète ce que disait Pascal Perrineau fort justement, se heurtent à un problème central qui est celui des moyens. Or, c'est sur cette question des moyens, ne l'oublions pas, que depuis des mois, il est critiqué par les responsables de ces collectifs territoriaux et par l'opposition. Donc là, il y a un vrai problème politique. Morel, il nous reste 30 petites secondes pour conclure. Si vous voulez, là-dessus, il y a une vraie division entre les collectivités qui disent « nous voulons pouvoir exercer nos compétences » et d'un côté, le gouvernement qui dit « au fond, les collectivités territoriales, c'est des entreprises macroniennes comme les autres. Et ce dont elles ont besoin, c'est de la flexibilité. Cette flexibilité, vous allez pouvoir l'exercer et vous allez pouvoir faire des choses un peu à votre sauce. Ça pose des questions du point de vue des collectivités parce que, elles ont quand même besoin de moyens. Et qu'en effet, ça ne gomme pas ce besoin de moyens. Ça pose des questions également plus profondes, qui sont celles d'indivisibilité de la République, qui là, visiblement, dans ce discours managériel, sont totalement oubliées. Eh bien, merci pour votre analyse, Benjamin Morel. Merci à vous, Eugénie Calimi. Merci, Jean Garrigue. Merci, Pascal Perrineau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Et à demain.
Au programme ce soir. Ce soir, à 22h, on va plus loin. L'actualité de la journée décryptée par Rebecca Fitoussi et ses invités. Suivi à 23h de Déshabillons-les, Hélène Risser s'intéresse cette semaine à Jean-Luc Mélenchon. Bonne soirée sur Public Sénat.